Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont sur Twitch, voilà. Et bonsoir aussi à Laurent Lichtenstein, voilà, j'espère ne pas écorner ton nom. Non, c'est bien, c'est bien. Ça va, donc comme le pays finalement, donc c'est peut-être pour ça. Donc bonsoir Laurent, tu es réalisateur de documentaires et tu m'as fait le plaisir de me parler de ton documentaire sur Hubble, le télescope spatial. Et donc on va, tout à fait, on va parler de cette super mission, on va parler de ton documentaire qui va passer sur France 5 jeudi soir. Donc jeudi 2 juin à 21h sur France 5, c'est dans l'émission Science Grand Format. Si vous ne pouvez pas le voir jeudi soir, il sera aussi disponible en replay pendant un mois ou plus. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors moi j'ai eu la chance de voir ces 90 minutes de documentaire en avant-première et j'ai vraiment aimé. Donc oui, c'est une mission passionnante. Ça fait quand même 32 ans que Hubble a été lancé. 32 ans de fonctionnement, il a apporté beaucoup de choses à la science, beaucoup de choses au niveau astronomie, astrophysique, mais aussi, et c'est ce qu'on voit dans ton documentaire, c'est aussi une aventure humaine. Exactement. C'était un peu une des originalités du projet, en fait, parce que alors c'est une histoire incroyable, c'est une histoire passionnante qui, en fait, ça a commencé en 1947. Les débuts du télescope spatial, la première idée, c'était Lyman Spitzer, un génial scientifique américain, qui a eu l'idée, en fait, qui s'est dit, quand on a un télescope au sol, il y a des nuits où on ne peut pas observer. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup d'observatoires qui sont, comme le Pic du Midi, par exemple, qui sont en haut des montagnes. Mais donc, c'est compliqué, il faut monter là-haut, c'est une vie un petit peu rude, et puis il y a quand même des soirs où on ne peut pas observer. Et puis, de toute façon, il y a certains types d'observations qu'on ne peut pas faire, les ultraviolets, les infrarouges, ça ne passe pas au travers de l'atmosphère terrestre. Et puis même l'atmosphère terrestre, il suffit de regarder un coucher de soleil pour comprendre que la lumière, en fait, elle est perturbée par l'atmosphère terrestre. Donc Spitzer, c'est celui qui a eu l'intuition, il s'est dit, pour aller observer les étoiles, en fait, il faut se mettre dans les étoiles. Oui, pardon, je galère avec mes différents boutons, fenêtres et tout ça. On va y arriver. Voilà, donc ça c'est l'affiche du film. Je sais pas, est-ce qu'on propose déjà un petit teaser quand même du film pour donner l'eau à la bouche et puis après on va aller un peu plus loin effectivement dans ce documentaire et puis la mission, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette mission. Alors... il faut que je manipule mes trucs et on va y arriver. Voilà. Un petit teaser. En 1995, Mark Dickinson est un jeune astrophysicien. Il a l'étrange idée d'utiliser Hubble pour scruter une zone du ciel apparemment vide et si sombre que les télescopes terrestres n'y voient que des ténèbres. Pendant 10 jours, Hubble reste braqué sur ce petit coin de ciel. Un par un, il va capturer des grains de lumière. Ils ont voyagé pendant des milliards d'années avant d'arriver jusqu'à nous. Sous les yeux émerveillés de Mark, l'univers s'allume peu à peu. Il y a près de 3000 galaxies lointaines dans cette toute petite partie du ciel que nous avons observée avec le télescope spatial Hubble. Je les connaissais presque toutes par cœur. Cette image-là, quand je commence à la montrer dans mes conférences, ce qui tue toujours les gens, c'est qu'évidemment, les gens sont attirés par les gros trucs. Ils disent « Ah ouais, c'est des galaxies, il y a beaucoup d'étoiles, tout ça. » Je dis « Oui, mais vous savez, le petit point, là, le petit Ratchacha qui est là, et le petit Ratchacha, c'est aussi une galaxie. Et celui-là aussi, et celui-là aussi, et celui-là aussi. » Et alors là, vous avez tous les gens, ils sont là « Ah ouais !» Chaque point, c'est une galaxie, elle-même composée de dizaines de milliards d'étoiles. Et autour de la majorité d'entre elles, gravitent des planètes. Votre regard embrasse des centaines de milliards de mondes. Et pourtant,
Hubble n'a capturé ici qu'une infime partie du ciel, grande comme un grain de riz, tenu à bout de bras. Voilà, j'espère que ce teaser vous aura donné envie de regarder donc ce documentaire. Alors, j'ai oublié de mentionner, en fait, et on le voit sur l'affiche derrière toi, donc ton documentaire a remporté quand même le grand prix du documentaire du Festival de Luchon, donc en début d'année. Donc pour ce documentaire, c'est quand même un festival qui est reconnu, en tout cas de façon européenne, en Europe, je crois. Il y a des concurrents en Europe, donc voilà. Donc félicitations pour ce grand prix. Dans ce documentaire, on voit effectivement l'histoire du télescope spatial, comme quoi finalement il n'est pas uniquement un télescope de la NASA comme souvent on croit. En fait, il y a une participation européenne de l'Agence spatiale européenne. Et si en fait il n'y avait pas eu l'Europe, peut-être que Hubble n'existerait pas. Oui, à un moment, le projet a failli s'arrêter dans les années 70 et le Congrès américain a arrêté le projet alors que Hubble était en cours de conception. Et c'est l'arrivée de l'Agence spatiale européenne qui a mis plusieurs centaines de millions sur la table, qui a permis au projet de redémarrer. Et ça a été en échange en fait de temps d'observation. Et les gens de l'Agence spatiale européenne aiment beaucoup raconter que les chiffres, en gros, pardon, c'est que je crois que le financement, c'est de l'ordre de 15%. En fait, le financement européen de Hubble, c'est de 15%. Mais en fait, les contributions, en fait, les participations des scientifiques sont de l'ordre de 30%, parce qu'il y a une commission qui choisit en fait les projets scientifiques qui vont pouvoir aller sur Hubble. Et les projets, c'est ce que dit l'Agence spatiale européenne, les projets européens sont tellement bons qu'en fait, il y en a plus que les 15% initialement prévus qui sont sélectionnés. Voilà. D'accord. Alors, en tant que... donc, on parle aussi au niveau de l'histoire, le fait que c'est quand même une issue... Enfin, le télescope spatial est issu d'une technologie de la défense. C'est au départ les gros satellites K-Hall qui regardaient vers la Terre pour espionner, qui ont été repris en fait pour cette technologie. Ça, c'est assez méconnu aussi. Bon, moi, je le savais, mais tout le monde ne le sait pas peut-être. Voilà. Donc, et surtout, en fait, on a eu la confirmation des gens, puisque c'est quelqu'un en fait qui a travaillé à la NASA, qui a travaillé sur la conception de Hubble, qui me l'a confirmé et qui le raconte donc dans le film. Et donc c'est pas une rumeur ou un truc complotiste. Et en fait, c'est pas compliqué parce que Hubble, il doit regarder donc des étoiles, des galaxies qui sont à des millions, voire des milliards d'années-lumière. En même temps, Hubble se déplace, il tourne autour de la Terre à 27 000 km/h. Donc c'est absolument incroyable qu'il arrive à faire des images en pause longue qui sont nettes. Alors que si vous prenez un appareil photo et que vous le mettez en pause longue déjà sur une seconde, forcément l'image elle va être floue parce que vous avez bougé pendant la pause. Donc il faut un système de stabilisation et un système de pointage extrêmement performant pour arriver à pointer des fois pendant plusieurs heures vers une étoile sans que ça bouge, sans que la cible se déplace. Et donc les seuls qui avaient cette technologie à l'époque, c'était les militaires, puisque les militaires, ils avaient besoin de regarder une maison, un char, du côté des Russes notamment. Bonsoir en tout cas à ceux qui nous rejoindraient en retard. N'hésitez pas dans le chat à poser des questions et on tentera d'y répondre évidemment. Voilà. Je regarde justement. Alors, c'était mal parti pour Hubble. Heureusement qu'une femme a tout fait pour le réparer. Alors, il n'y a pas qu'une seule femme, mais on va y venir, effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, tu es réalisateur, du coup, en fait, qu'est-ce qui a été ton travail? Parce que Hubble, on a déjà vu plein d'images, on a vu des vidéos, il y a déjà eu des documentaires ou des films, des choses comme ça. Pourquoi ce sujet? Voilà, enfin, raconte-nous un petit peu la genèse de ton documentaire aussi. Alors, c'est vrai que c'était un défi parce que, effectivement, Hubble, à la fois, c'est vraiment une histoire extraordinaire qui s'écoule sur 30 ans. Et puis, il y a tous les ingrédients de la bonne histoire. Parce qu'en fait, les histoires, elles ont été plus ou moins codifiées. Quand vous voyez une histoire qui est passée par Hollywood, et il y a un certain nombre de codes qui sont respectés, il y a un certain nombre d'étapes
dans la progression de l'histoire et qui en fait, balise la narration d'une histoire. Et en fait, tous ces codes, on les retrouve finalement quelque part, on peut les appliquer sur l'histoire de Hubble. Parce que par exemple, si le héros d'une histoire, il n'a aucun défaut et qu'il est parfait, vous n'allez pas adhérer à l'histoire, vous n'allez pas la trouver réaliste. Donc ce qui est intéressant, c'est un héros, mais qui a une tare initiale, qui boite ou qui est issu d'un milieu défavorisé ou qui c'est quelqu'un qui va traverser les océans mais qui a le mal de mer. Et là tout de suite, vous vous intéressez, c'est inscrit en nous quelque part. Et Hubble, c'est exactement ça, puisque il a été lancé en 1990 et on voit les images là en ce moment. Et quand les premières images, ce qu'on appelle les first light sur les télescopes sont arrivées, eh ben, c'était l'image de gauche, c'est-à-dire que c'était une image floue en fait. Donc il y avait une tare initiale. Et voilà, donc c'est vraiment ça l'ingrédient d'une bonne histoire. Et donc Hubble a été ridiculisé, et puis finalement, il a dû affronter des épreuves, plusieurs épreuves, pour se racheter et pour convaincre non seulement les scientifiques, mais aussi le grand public, avant de triompher de sa bataille. Donc c'est vraiment une histoire à la Star Wars, c'est l'histoire de Skywalker quelque part. Donc pour toi, oui, pour toi c'est ça, c'est un bon sujet de film, quoi. Enfin un bon sujet épique. C'est une super histoire et en plus c'est une histoire, merci à la NASA, qui a été documentée, qui a été filmée. Il y a beaucoup d'images, il y a des heures et des heures d'images, aussi bien des scientifiques qui travaillent sur Hubble que de la conception, que dans la salle de contrôle, que bien entendu les 5 missions de réparation en orbite dans l'espace qui ont été filmées. Donc il y a beaucoup de matière, et ce qui n'est pas forcément courant. Et donc voilà, je me suis dit, il y a une super histoire, mais comment faire différemment? Parce que par exemple, il y a un film qui a été fait encore il y a 2 ans par la BBC, avec un budget qui doit être à peu près 10 fois le budget que moi j'ai eu. Et comment faire différemment? Et en fait, la plupart des films qui ont été faits sur Hubble, ils ne montrent pas forcément l'aspect humain. C'est-à-dire que c'est des films très technologiques ou très, très froids, très scientifiques. Donc en fait, moi, ce qui m'a intéressé, mon angle de narration et qui a convaincu France 5, et donc qui m'a donné la possibilité de faire ce film, c'est d'une part de faire un biopic, ce qu'on appelle un biopic, c'est-à-dire de raconter l'histoire de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Hubble, de raconter son histoire comme si c'était un personnage. Donc ça, c'était le premier axe de narration. Et puis, le deuxième axe de narration, c'est de montrer, parce que moi j'ai fait déjà plusieurs films scientifiques et je suis assez fasciné par l'obstination et quelque part le désintéressement des scientifiques pour aller jusqu'au bout de leurs idées, et de montrer comment les scientifiques et les ingénieurs se sont battus pour envoyer Hubble en orbite, et plusieurs fois pour le sauver, le dépanner, le garder en orbite, pour qu'il fonctionne encore maintenant 32 ans plus tard. Donc c'est vraiment une histoire humaine. Et je crois que c'est ça en fait qui a séduit France 5 et qui, j'espère, séduira le public. En fait, il faut revenir aussi un petit peu sur la conception. Comme tu dis, ça a été décidé dans les années 70. Et quelque part, ça a été aussi en parallèle de la navette spatiale. La soute de la navette spatiale était prévue pour envoyer ces fameux satellites espions. Mais aussi, mine de rien, ça a été utile pour embarquer le satellite, Hubble. Enfin oui, satellite, c'est un satellite aussi, en orbite basse d'ailleurs, on pourrait le préciser. En orbite. Et du coup, c'est ce qui a permis aussi de le maintenir, de faire sa maintenance, puisqu'il était en orbite et que la navette pouvait aller le chercher. Et il a été construit aussi dans cette optique, avec des façons, de la technologie évolutive, en fait. Et heureusement, parce que justement, il était myope, un défaut de conception, de fabrication de polissage, merci, je cherchais le nom en français, de polissage donc du miroir, qui a permis de dire il est myope en fait, il donne des photos floues. Alors c'est déjà pas mal, hein, les scientifiques étaient un peu contents, mais ils disaient on peut faire mieux quoi. Donc l'image de gauche. Mais comme quoi, parfois, contrairement à ce qu'on croit, les scientifiques les politiciens peuvent aider les scientifiques, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, le budget était tellement conséquent lors de la conception de Hubble, ils étaient déjà à plusieurs milliards de dollars, et à un moment, les sénateurs américains ont imposé pour que le projet continue, ce qui était vraiment quelque part un éclair de lucidité,
que Hubble soit dépannable. Ils ont dit, OK, il n'est pas question qu'on envoie Hubble en orbite et qu'on soit ridiculisé et qu'on ait à justifier 2 milliards qui partent dans l'espace et pour un télescope qui est inutilisable. Donc c'est là, en fait, où ils ont commencé à marier, quelque part, la navette spatiale et Hubble pour que la navette spatiale puisse... Alors, donc, c'est un trio, en fait. Hein. C'est la navette spatiale et le bras, en fait, robotique, développé par les Canadiens, qui s'appelle Canadarm, et qui sert à attraper Hubble, et qui permet de ramener Hubble sur en fait, un ring, un anneau d'amarrage, pour qu'il soit stabilisé dans la soute de la navette. Et là, les opérations de maintenance, de changement de caméra peuvent avoir lieu. Mais c'était vraiment la clé du succès de Hubble. Et ce qui lui a permis aussi, ce qui est assez fantastique, qui reste, comme tu l'as dit tout à l'heure, up-to-date, c'est-à-dire toujours en accord avec les toutes dernières technologies. Le Hubble de maintenant n'a rien à voir avec le Hubble qui a été lancé il y a 30 ans. Je croyais que tu avais des images à nous partager justement, un petit peu sur ça, sur le bras et l'amarrage, non? Sinon, moi, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, je le dis. Dans mes alors il y a General Lee. Dans mes souvenirs, c'est une femme en politique qui a tout fait pour réparer Hubble à cette époque. Alors oui, c'est Barbara Mikulski. Est-ce que c'est de cette personne dont vous voulez parler? Je sais pas. C'est une sénatrice américaine qui était quelqu'un qui était assez redouté par les gens de la NASA parce qu'elle était très sèche et qui effectivement s'est battue pour que Hubble soit dépanné. Et, a priori, c'est bien ça. C'est cette personne-là que General Lee, qu'elle et alors, donc, il y a un des personnages, un des dirigeants de la NASA que j'ai interviewé et qui me racontait que, en fait, le jour où Barbara Mikulski, a appris que Hubble était myope, en fait, elle l'a convoqué dans son bureau. Et donc, ce personnage de la NASA, ce head director de la NASA, a des lunettes, il a des grosses lunettes comme ça. Et il était dans le bureau de Mikulski, de l'autre côté de son bureau, et elle était tellement furieuse qu'en fait, elle lui a hurlé dessus, elle a tellement postillonné qu'au bout de 5 minutes, en fait, ses lunettes étaient couvertes de postillons. D'accord. Il a pris un savon, et voilà, il est reparti du bureau. C'était pour nettoyer les lunettes, le savon. Voilà, c'est ça, après. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Oui. Alors du coup là on voit le Canadarm effectivement, là, en tout cas sur l'image que moi je viens de publier. Ouais. Comme ça te permet toi de faire. Et c'est pour ça que celui de l'ISS, le bras robotique de l'ISS, en fait s'appelle Canadarm 2 parce qu'il est dérivé de celui de la navette en fait. Ouais, voilà pour la petite histoire que moi je connais un peu plus l'ISS. Voilà. Et on voit bien là que donc là en fait ce qu'on voit en bas c'est la soute de la navette qui est ouverte, avec à gauche, on voit un peu une partie de la porte de la navette. Oui. Non, tout à fait à gauche. Voilà, c'est ça, la porte de la navette, je pense, qui s'est ouverte. Ouais, là, c'est plutôt l'aile. Ou l'aileron, ouais, c'est peut-être l'aileron, ouais, t'as raison, ouais, c'est l'aileron, ouais, voilà. Et en fait, donc, là, ce qui est devant nous, c'est la soute, et donc ça permet d'entreposer les outils, puisqu'ils ont développé des centaines et des centaines d'outils très particuliers pour pouvoir dépanner Hubble. Et aussi, donc ça permet d'entreposer les caméras qui sont destinées à remplacer celles qui vont enlever. Et là, donc, on voit les deux astronautes. Donc, il y en a un, là, on voit pas très bien, mais il y en a un qui a les pieds, celui de gauche, je pense. Il a les pieds qui sont solidaires. En fait, donc, il y a une espèce de repose-pied où, en fait, il est fixé au Canadarm. Et donc, c'est le pilote qui est à l'intérieur. Et là, il y a celui-là qui est là. Il y en a un qui est là. Voilà, avec les pieds là. Ouais, c'est bizarre, on dirait qu'ils sont tous les deux. Ouais, alors ce qui n'est pas réglementaire en fait. Hein. Normalement, il y en a toujours un qui est fixé et l'autre qui est en free flight. Bon. En tous les cas, voilà, ils sont devant une des portes, donc la porte principale de Hubble qui est ouverte, et ils sont en train d'extirper des entrailles de Hubble, peut-être une batterie, peut-être une petite caméra, puisque je vais passer sur mes images. Est-ce que ça marche? Tu vois mon écran? Voilà, c'est bon. Voilà. Donc là, donc c'est là, voilà, d'abord Hubble, voilà à quoi ça ressemble. Donc pour ceux qui l'ont jamais vu. Donc, heureusement qu'on avait justement la navette, on a pu prendre aussi un beau satellite en orbite. Voilà.
Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est grand comme un autobus. Hein. C'est grand comme un autobus scolaire. Et ça pèse 12 tonnes. Donc, c'est quand même un gros bébé. Et à gauche, donc, on voit le clapet de protection, puisque donc c'est un télescope à miroir. La lumière, elle rentre par la gauche et il y a un clapet de protection, donc qui là est relevé. Et on imagine que le soleil est au-dessus, d'après la direction des ombres, parce qu'il ne faut pas que le soleil rentre à l'intérieur du miroir, il risquerait d'endommager les caméras. Et Hubble est doté d'une espèce de conscience électronique, un peu d'une intelligence artificielle, et ça lui arrive, et ça lui est arrivé notamment en été 2021, quand il y a des trucs qui ne lui plaisent pas, en fait, il ferme son œil électronique et il se met tout seul en safe mode. Et il y a plusieurs niveaux en fait de safe mode. Et à ce moment-là, il ferme le clapet et il attend qu'on lui envoie des instructions. Donc ça, c'est en fait... Oui, j'avais une question justement sur la taille. Donc tu as dit le bus, donc il fait 13 mètres de long, un peu plus de 13 mètres de long. Et en fait, au lancement, il pesait 10 tonnes 8. Voilà. C'est pour ça qu'il fallait un gros lanceur. En fait, le gros lanceur, c'était la navette, quoi. Exactement. Et bonsoir à Corentin, un streamer que je recommande, voilà, qui parle aussi d'espace et qui invite plein de gens d'invités sur sa chaîne, et c'est très bien, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ok, bienvenue Corentin. Et là, en fait, je vous montre quelques images en fait de Hubble, photographiées depuis la navette spatiale. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que vous voyez en bas là, les chiffres en fait. Et donc j'ai récupéré en fait les scans originaux. Et je ne sais pas pourquoi, mais ils étaient sur le serveur en fait de l'ISS. Et donc il y a une base, si vous voulez trouver des images de l'espace que on ne trouve absolument pas ailleurs, mais c'est des dizaines de milliers d'images et qui ne sont pas classées, donc c'est des heures et des heures de réjouissance. Et donc vous allez sur le serveur de la Station Spatiale Internationale. Et donc j'ai trouvé plein d'images qui m'ont servi à faire des animations, qui sont des images que personne n'a jamais vues. Alors, si je puis me permettre, il y a une initiative qui a été faite par Vicnet, un autre vidéaste streamer, youtubeur, qui est en fait wikiarchivespace.space, et en fait il récupère avec d'autres développeurs, informaticiens, passionnés, tout ça, ils ont fait un wiki avec ces images NASA qui sont libres de droit. Et on peut trouver pas mal d'images, mais par exemple j'en ai cherché une et que j'ai pas trouvée. Voilà, j'ai passé une partie de ma journée à chercher 2-3 images. Et peut-être que toutes n'y sont pas, parce que pour l'instant ils sont surtout sur les missions Apollo et tout ça. Donc peut-être que ça va venir après, mais voilà, il y a toute une bande de... Je peux vous mettre le lien, je vais vous mettre le lien sur le chat, comme ça vous pouvez aller vraiment chercher plein d'images. Et il y a quand même beaucoup d'images Hubble, en tout cas des équipages de navettes en fait. Il y a les vols navettes aussi. Donc là on voit... donc dans des séquences d'images, hein, toujours, Hubble qui est en train d'être attrapé par Canadarm et qui n'est pas encore solidaire de son socle d'amarrage dans la navette qui est en bas. Et c'est probablement, alors je regarde un peu les dates, c'est STS-109, donc c'est une des premières missions, ça doit être la deuxième mission de dépannage à vue de nez, surtout vu les panneaux solaires, là c'est encore... la mission STS-109, c'est février 2002, c'est mission 3B. Parce que, en fait, là... la quatrième, en fait. Là, on voit ça aux panneaux solaires, là on voit qu'il a des panneaux solaires plus modernes, plus compacts, en fait, et plus rigides. Et ça, en fait, il a des panneaux solaires, en fait, qui étaient encore en tissu et qui ont posé plein de problèmes, en fait, qui étaient assez problématiques et qu'ils ont essayé de changer assez rapidement. Ah oui, je voulais justement t'interrompre sur ça, parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait attention et que j'avais jamais vu. Le documentaire me l'a appris d'ailleurs, qu'ils avaient changé les panneaux solaires. Et voilà. C'est quelque chose que ça, par exemple, regarde, tu vois, on est toujours sur la mission STS-109, hein, on le voit bien. Et donc ça, c'est les nouveaux panneaux solaires. Et ça, c'était les anciens panneaux solaires. On voit bien la différence entre les deux panneaux. Et donc, ils ont mis des panneaux solaires qui étaient plus efficaces. Et voilà. Et si je ne me trompe pas, les anciens panneaux solaires, donc ceux qui sont en tissu, qui ont posé plein de problèmes, en fait, c'est des panneaux qui ont été fournis par l'Agence spatiale européenne.
et qui ont créé plein de problèmes et, voilà, et qui ont rendu les Américains furieux. Mais Après, les pourtant, Européens. ouais, justement, j'avais été voir que c'était une des contributions aussi au télescope de façon pratique, on va dire, enfin matérielle. Et c'est quand même, c'était innovant à l'époque, c'était le système de panneaux solaires qui s'enroulent. Parce que du coup, ça m'a interpellée parce que je savais pas cette histoire. C'est vraiment ton documentaire qui me l'a appris. Et je suis allée voir et effectivement j'ai trouvé que c'était des panneaux solaires européens. Et c'était innovant parce que c'était des panneaux solaires qui s'enroulaient. Donc ça n'a pas très bien marché à l'époque. Sauf que maintenant, en fait, la NASA a redéveloppé ça et c'est ce qu'ils sont en train d'installer sur l'ISS. Les IROSA. Ouais. Et c'est assez étonnant, quoi. Et là, on voit bien sur cette photo-là d'ailleurs que c'est un système donc d'enroulage et que donc en fait il y a des espèces de tiges, c'est comme des antennes en fait qui se déplient, comme des antennes comme les antennes radio sur une voiture, les antennes télescopiques qui se déplient et qui en même temps tirent le tissu photosensible. Mais voilà, c'est innovant, mais ça va pas marcher. Et là, on voit Hubble, attention les yeux, tout nu, sans ses panneaux solaires. Donc c'est l'étape intermédiaire, puisqu'on est toujours sur STS 109. Et là, on voit bien en fait qu'au bout du Canadarm, il y a un astronaute qui a les pieds dans les cale-pieds, et qu'il y a l'autre astronaute qui est en free fly à côté, qui lui, tout le temps, doit se harnacher. Il y a une espèce de ligne de vie, c'est-à-dire un câble, et il faut toujours qu'il mette en espèce de mousqueton, hein, c'est presque comme de l'escalade, pour pas qu'il commence à partir dériver, enfin voilà. On l'a vu toujours dans les films de science-fiction, et c'est vrai, on peut dériver dans l'espace et on a l'air très bête. Donc, et on voit bien là la soute qui est ouverte avec tous les outils, avec c'est un vrai garage quoi en fait. Et là, il y a un gros plan où on voit encore mieux donc le travail des astronautes. Ça doit être d'après les scaphandres une mission beaucoup plus récente que STS 109. Et alors, là, on voit qu'ils tiennent des outils. Ouais, les outils, comme tu disais, ils ont été développés pour ça. Et c'est pareil, on en retrouve pas mal maintenant dans les sorties spatiales à l'ISS, en fait. Ça a été repris et peut-être amélioré, mais... Alors, ce qu'on m'a raconté aussi, mais bon, c'est les gens de la NASA qui m'ont raconté ça, hein, donc j'aime beaucoup les gens de la NASA, mais des fois, il faut se méfier de ce qu'ils disent. Et en fait, là, c'est pas le cas, mais il y a ce qui s'appelle le pistol grip tool, en fait, c'est un tournevis électrique, puisqu'en fait, il y a des centaines de vis, enfin, chaque vis a une référence, et donc chaque vis a un torque, c'est-à-dire il doit faire un certain nombre de tours et un couple de torsion qui lui est propre. Donc les astronautes, ils connaissent les références de toutes les vis, et ils savent que telle vis, c'est 3 tours et pas 4 tours, et que le moteur doit exercer telle puissance. Parce que si jamais on casse une vis, c'est qu'il y a une caméra, donc ça je le raconte dans le film d'ailleurs, s'il y a une vis qui casse, là c'est terrible. Et donc c'est pour ça qu'ils ont développé des tournevis électriques, et en plus avec des réglages électroniques dès le début, donc comme le Pistol Grip Tools. Et il semblerait que le tournevis électrique que l'on trouve dans les magasins de bricolage soit dérivé de ça. Très certainement, parce qu'il a fallu créer effectivement des systèmes portatifs en fait. Ah bah tu vois, j'avais retrouvé la même que toi. Finalement. Ouais, voilà. Et ça c'est une photo qui est sympa, là où ils ont fini. Ouais. Et alors on voit tout leur barda. Ouais. Tous les outils, donc c'est vraiment des centaines d'outils. Hein, alors à droite, j'ai l'impression que c'est Grunfeld, c'est ça? C'est ça, c'est John Grunfeld. Justement, alors quelque part, c'est une façon d'enchaîner sur ça. Tu as eu l'opportunité d'interviewer un certain nombre de gens, donc notamment John Grunfeld qui a fait de la maintenance. Il y a eu aussi Catherine Thornton, voilà, une astronaute américaine qui est dans la première mission de maintenance, donc si je ne me trompe pas. Charles Bolden, qui est aussi un des astronautes qui a fait partie de la maintenance et c'est quand même été un des administrateurs de la NASA. Donc, et aussi notre astronaute français Jean-François Clairvoy qui a participé aussi à la maintenance de Hubble. Du coup, en 99. Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, ces interviews avec tous ces gens, si tu as des anecdotes, enfin voilà. Et ben, les interviews,
Donc en fait, ça a été une partie qui a été assez compliquée. En fait, les Américains sont très accessibles en temps normal, mais là donc on a tourné en fait en plein Covid. Hein. On a tourné l'été 2021 et donc c'était très compliqué d'aller aux États-Unis. C'était même impossible en fait d'avoir un visa. Alors déjà c'était l'époque en fait où ils avaient refermé le pays, donc on pouvait pas du tout aller aux États-Unis. Et moi j'ai fait des demandes de visa et j'ai réussi à obtenir déjà un entretien préliminaire, donc qui nous a pris à peu près 3 mois avec la production pour obtenir cet entretien préliminaire, pour obtenir un visa donc place de la Concorde à Paris, à l'ambassade des États-Unis. Et je tombe sur une jeune femme et je commence à lui expliquer. Et elle me dit "Oh, Hubble, mais j'adore Hubble." Et c'était une passionnée de l'espace. Et elle connaissait par cœur Hubble. On a parlé de Hubble pendant une demi-heure. Et à la fin, elle a pris mon passeport, elle l'a tamponné, et elle m'a mis un visa de 5 ans. Et à moi et à Sébastien, mon assistant. Et donc, je pense qu'on a été les seuls à avoir le droit d'aller tourner aux États-Unis à ce moment-là. Mais ça a été quand même assez compliqué parce qu'il y avait beaucoup de restrictions. Il y a certaines interviews, ça se voit pas, mais en fait, on n'est pas dans la même pièce. Donc, on avait installé des caméras et on devait être à plus de 10 mètres à l'extérieur. Et il y avait un système de relais vidéo et de relais audio pour poser des questions et entendre les réponses. Donc ça, c'était pas simple. Il y a beaucoup de trucs qu'on devait tourner en intérieur et qu'on a tourné en extérieur parce que sinon, ils avaient le masque, ils voulaient mettre le masque. Et bon, c'est un peu problématique quand même. Les masques, ça perturbe la lecture de l'expressivité des gens. Et comme encore une fois, mon but dans ce documentaire, c'était vraiment de l'humain, de raconter une aventure humaine. Et voilà, mais ça a été aussi en même temps très simple. Par exemple, John Grunsfeld, je lui ai envoyé 3 mails, je lui ai expliqué le projet, et lui, il est tellement fanat de Hubble que le fait qu'on s'intéresse à Hubble, qu'on a un angle qui est un petit peu différent, il m'a dit « Ok, pas de problème, dis-moi où et quand ». Et donc en fait, on était à Boulder, qui est dans l'Arizona, qui est une ville assez incroyable. Et il nous a donné rendez-vous à un endroit. Il est venu, il est arrivé avec sa voiture électrique et il nous a accordé 2 heures de son temps. Et c'était génial, il était complètement dispo. Ça, c'est les Américains, quoi. Pendant 2 heures, il était complètement dispo et puis prêt à répondre à toutes nos questions. Et puis voilà, il y a une autre interview, enfin d'autres interviews aussi, Catherine Fenton, qui était très très bien. Et puis parmi les scientifiques, il y a Eddie Hamel. Oui, j'ai parlé que les astronautes là, mais effectivement, voilà. tu peux parler des autres interviews. Il y a plusieurs scientifiques qu'on a interviewés aussi, comme Todd Lower, qui est génial, qui est arrivé en Harley Davidson, qui est un type qui a une 60aine d'années, qui est une espèce de biker, de rocker, et en même temps un astrophysicien extrêmement talentueux. Et on était avec lui, on a eu le droit d'aller à Kitt Peak, donc un observatoire en plein milieu du désert, un endroit complètement incroyable. Et les gens sont vraiment beaucoup donnés. Et Eddie Hamel, elle est restée pendant 2 heures, et voilà, je vais pas non plus déflorer, mais dans le film, elle fait un show complètement incroyable, elle est complètement enthousiaste, elle va jusqu'au bout. Et voilà, certains scientifiques français le font maintenant, mais c'est pas toujours le cas. Et voilà. Ça, c'est un autre débat sur la vulgarisation et en France et tout ça, quoi. Je voulais juste proposer. Alors, j'ai fait une capture d'écran de quelques secondes de la vidéo donc, que j'ai eu l'occasion de voir. Justement, c'est le changement de panneau solaire. Et il y a ce panneau solaire, et j'aime bien ce moment de poésie à un moment donné, où ils disent, bon, ils l'ont lâché comme un débris, en fait, ils ont changé, et là, il y a un moment de poésie, et je voulais juste partager l'image, j'ai pas mis le son, et c'est vraiment juste ça, et je voulais juste partager ça, 2 secondes avec les gens, parce que c'est là que j'ai appris, et puis il y a ce moment de poésie, en fait, voilà. Il dit, c'est on dirait un oiseau, voilà. Et ça, c'est vraiment l'astronaute, donc Catherine Thornton, qui dit ça pendant la sortie spatiale, quoi. Voilà. Ouais, puisqu'en fait, elle a enlevé, donc c'est les panneaux solaires qu'on a vus tout à l'heure, qu'elle a enlevés, et donc en fait, ils se sont débarrassés des panneaux solaires, ils les ont envoyés, et puis les panneaux solaires ont commencé à dériver, et puis à faire flap-flap, comme si c'était des ailes d'oiseaux. Ouais, mais j'ai pas réussi à retrouver cette image, en fait, en plus, donc voilà. Je voulais juste vous partager un moment que j'ai... Voilà. Ouais, ils ont balancé le panneau, comme disait... oui. Après, si tu le lances d'une certaine façon, si tu le mets pas sur la trajectoire, évidemment, de la navette, et non plus de Hubble, ça va vite se désorbiter, puisque là, ils sont à 450, 500 km
Non, 600 Ouais, kilomètres plutôt d'altitude. 600, parce qu'ils Ouais, sont 600. le plus haut, ils sont au plus Oui. haut là. 600. Oui, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on reconnaît aussi certains astronautes des missions de Hubble, maintenance de Hubble, parce qu'ils ont un patch différent de ceux qui sont dans l'ISS par rapport à l'altitude. C'est un petit truc sur les patchs de combinaison. Ah ouais. Parce que Voilà. l'ISS, c'est 450 Ouais, 400, km 400. et Hubble monte jusqu'à 600. Et à chaque fois qu'ils font une mission de maintenance, bien entendu, ils le prennent et ils le remontent, en Oui. fait. Du coup, je sais pas, on va parler peut-être. Alors, qu'est-ce que. Donc, oui, il y a eu Jean-François Clairvaux. Donc, Jean-François, tu me disais juste avant l'émission, vous avez fait une avant-première hier et du coup, il était là et il est toujours aussi passionné. Enfin, voilà. Ouais, c'est quelqu'un de vraiment enthousiaste et puis qui a envie de communiquer, qui a envie de partager sa passion. Et voilà, pour lui, c'est la grande aventure de la conquête spatiale à laquelle il a eu la chance dont il a eu la chance de faire partie. Et envie à chaque fois de partager ça avec le public. Et à chaque fois, c'est touchant, quoi. C'est quelqu'un de vraiment très, très généreux. Donc hier, à la première, il était là, enfin l'avant-première, il était là, et puis après on est resté pendant une demi-heure, on a discuté avec le public et tout, c'était vraiment chouette. Du coup, on va parler un petit peu plus la science, les découvertes et surtout l'impact d'Hubble. Hubble, c'est très très bien expliqué dans le documentaire. C'est au-delà d'une mission spatiale. C'est aussi, enfin vas-y, je vais te laisser plutôt te dire, comme tu dis, l'Odyssée de Hubble, mais voilà, qu'est-ce que ça apporte aussi? C'est peut-être aussi la particularité de Hubble, c'est que donc en fait il a fait un certain nombre de découvertes scientifiques, pas forcément tant que ça, il a plutôt amené des confirmations. Après, si tu veux, on reviendra sur le côté scientifique, hein, mais là où Hubble en fait a vraiment marqué l'histoire, en fait, voilà, c'est avec par exemple les piliers de la création. C'est-à-dire qu'avant Hubble, l'univers c'était un peu en noir et blanc, c'était un peu des points flous, et puis d'un seul coup on se retrouve avec des images extraordinaires, avec de la beauté. Et moi je pense que le cerveau humain il fonctionne un petit peu comme ça, c'est-à-dire que si on n'a pas vu quelque chose, ne serait-ce qu'en photo, on n'a pas vraiment conscience de son existence. Je sais pas, il y a un endroit, par exemple, ce palais incroyable en Inde qui s'appelle le Taj Mahal. Moi, j'y suis jamais allé. C'est un endroit qui me fascine. J'ai vu plein de photos du Taj Mahal et quelque part, mon cerveau accepte le fait que le Taj Mahal, quelque part, existe sur Terre. Par contre, si j'ai jamais vu quelque chose, c'est abstrait, ça n'existe pas. Et avec Hubble, on a vu plein d'images qui sont belles, qui peuvent nous toucher, nous émouvoir. Donc, d'un seul coup, on bascule dans un registre émotionnel, dans un registre sensible, et ça change notre manière de penser. C'est-à-dire qu'on prend conscience de l'existence d'un univers autour de nous, on prend conscience de l'existence de cet incroyable, ce qu'on pourrait appeler un écosystème, au sein duquel on est. Donc, pour moi, c'est vraiment la plus grosse révolution, qui est une révolution intellectuelle, une révolution culturelle, presque une révolution spirituelle, qu'a amené Hubble. C'est de nous replacer quelque part, tout petit, quelque part dans un univers gigantesque qui existe autour de nous. Et si tu veux, j'ai d'autres images que je peux partager aussi avec vous. Du coup, il y avait une question sur la durée de vie probable de Hubble. Alors, est-ce que c'est à cause du carburant? Alors moi, je dirais que c'est plus un problème maintenant d'électronique. On voit qu'il y a de plus en plus de pannes électroniques. Ils sont passés sur des voies redondantes, des choses comme ça. Au départ, elle était pour... Alors attends, je sais plus, c'était 7 ans 10 ans, enfin, quelque chose comme ça. Une dizaine d'années grand maximum, comme la plupart des missions scientifiques en général, c'est entre 5 et 10 ans. Voilà, il a fait 30 ans, c'est génial, il a donné plein d'images, plein de données pour les astronomes. Je pense que personne ne veut qu'il meure, et d'ailleurs, il y a certaines personnes que tu as interviewées, pour eux, ça va être quelque chose de très difficile, peut-être, le jour où ça va mourir. John Grunsfeld, par exemple, qu'on vient de voir, qui est quelqu'un de très sérieux, très sensé, très carré, comme beaucoup d'astronautes, et en fait, il parle vraiment de la mort de Hubble. Il utilise le mot « to die ». Mais justement, Grunsfeld, en fait, lui, il est en train de se bagarrer pour quelque chose, donc je vais vous montrer ça. C'est le premier documentaire qui parle de ça. Et en fait, là, vous voyez, excusez-moi, mais l'arrière-train de Hubble, la dernière fois qu'il a été lâché.
Donc la dernière mission de maintenance, qui était en 2005, 7, non, en 2005, c'était l'arrêt des navettes, donc ça doit être 2008. La navette, c'est 2011, l'arrêt des navettes. Ah, d'accord, donc ça doit être, en tous les cas, avant les années 2010. Le donc dernier, c'est mai 2009, le dernier servicing mission. Mai 2009. Voilà. Ouais. Et donc, c'est une mission à laquelle John Grunsfeld a participé. Et donc, ils sont venus remplacer des parties de Hubble qui étaient défectueuses, installer des nouvelles caméras, et puis essayer, comme ils savaient qu'il n'y allait plus avoir de navette spatiale, puisque le programme était arrêté à partir de 2011, c'était vraiment la dernière mission de dépannage. Et la preuve qu'ils ont bien fait leur boulot, c'est que donc, tu dis 2009, donc on est 12-13 ans plus tard, Hubble fonctionne encore, donc ils ont vraiment fait leur boulot. Mais John Grunsfeld, en fait, il a fait quelque chose de particulier, qu'on voit, en fait, on voit ici un anneau, en fait, et cet anneau, c'est un anneau de docking, c'est-à-dire un anneau qui permet de solidariser Hubble, de fixer Hubble sur une sorte de socle qui est relativement standard. Je crois que c'est le même que celui d'Orion. Et donc, c'est pour potentiellement pouvoir retourner sur Hubble et sans canadarm, donc sans le bras télescopique, pouvoir le docker, le fixer sur une navette ou sur une capsule Orion ou sur le Starship d'Elon Musk. Donc, il y a une possibilité, en tous les cas, avec cet anneau, de pouvoir retourner, attraper Hubble et dépanner Hubble. Et donc, peut-être qu'on peut imaginer que dans quelques années, Hubble sera rattrapé, soit dépanné, soit il sera descendu et il se retrouvera au musée de l'air et de l'espace, le Smithsonian, à Washington. Mais voilà. Mais il n'y aura plus le canadarm qui permettait de l'attraper. Donc, ce sera peut-être plutôt une mission pour le redescendre que pour le dépanner, quoi. Bah, le redescendre, ouais, enfin, je sais pas. Ça va être compliqué quand même de le redescendre à marrer à quelque chose. J'ai un peu de mal à le Alors voir. Non, c'est pour l'attraper. Et le docking, ça peut permettre de l'attraper. Et d'ailleurs, Elon Musk, tweet, avait dit, voilà, dans son fameux Starship, dans une des versions, parce que c'est la version cargo, il y a la place, en fait, pour mettre Hubble. La soute est assez grande pour mettre Hubble. Donc, il pourrait y avoir un système où ils attrapent par le socle, par le docking ring Hubble, et ils le descendent dans la soute. Oui, à voir. À voir, voilà. On peut rêver. Oui, on verra. Il faut déjà que le Starship vole, fasse un vol orbital et plus d'un, on verra. Et sinon, on parlait de la beauté des images de Hubble, donc ont un petit peu changé tout. Donc là, je peux vous montrer quelques images. Alors ça, c'est des nébuleuses. Celle-là, elle s'appelle la nébuleuse de l'Esquimau. Et donc, c'est une des nébuleuses préférées de Jean-François Clairvoy, justement, parce que c'est la première image qui a été faite avec la caméra qu'ils ont changée en fait sur sa mission. Et donc, ça rappelle un petit peu quelqu'un. On peut imaginer une tête ici, et là, une cagoule avec les espèces de fourrures, comme ça, un petit peu comme un esquimau. C'est pour ça qu'elle s'appelle la nébuleuse de l'Esquimau. Donc, c'est une étoile en fin de vie, avec les anneaux, en fait, concentriques, qui retranscrivent quelque part ces spasmes d'agonie avant sa mort. Et on a aussi une très belle nébuleuse, donc, qui est la nébuleuse de l'Hélice. Et on voit que les photos de Hubble sont très très détaillées et permettent vraiment d'aller chercher des détails. Donc ça, les scientifiques ils se régalent de ça. On a aussi celle-là qui est toujours c'est la nébuleuse du Cône, si je ne me trompe pas, qui est un petit peu inquiétante, on dirait un petit peu un monstre. Et aussi pour vous montrer, alors là où Hubble est très très intéressant, c'est que Hubble, comme il est resté pendant plusieurs années, pendant 30 ans, 32 ans en orbite, ce qui est intéressant pour les scientifiques comme ça, c'est comme une campagne scientifique au long cours. Donc ça permet de retourner voir les mêmes objets et de voir comment ils évoluent. Et donc là, il y a une nébuleuse, Monocerotis V838, et donc qui en fait a augmenté, s'est distendu comme ça au fur et à mesure des années. Donc c'est quand même assez incroyable de pouvoir voir l'évolution comme ça, une animation sur 4 ou 5 ans d'une nébuleuse. Voilà, là on voit les différentes étapes. Donc, en fait, oui, c'était en fait beaucoup plus court. C'est entre le 20 mai
et le 8 février 2004, entre le 20 mai 2002 et 8 février 2004. Et donc ça, c'est assez fascinant. Celle-là, elle est très connue, donc c'est l'œil de chat, qui est aussi très très belle. Et en plan large, en fait, l'œil de chat, c'est ça. Ah, Donc il y a une espèce de corolle, ouais, c'est je l'explosion connaissais que l'autre. initiale. Ouais, Tout au milieu, en fait, ben voilà, c'est ça, c'est l'œil de chat. Et puis, il y a aussi d'autres types de structures, donc ça qui ressemble, qui est un peu le même type. Donc ça, c'est comme les piliers de la création. Donc ce sont des immenses nuages de gaz, alors qui sont des pouponnières d'étoiles, c'est-à-dire c'est là où naissent les étoiles. Puisque la matière, en fait, là, on voit sur le côté que la matière, elle s'illumine, parce qu'il y a probablement des naines blanches avec un rayonnement très fort derrière. Et le rayonnement, c'est comme un espèce de vent de particules. Ça vient frapper très violemment les poussières, et les poussières finissent par s'agglomérer, devenir de plus en plus denses, jusqu'au moment où ça déclenche une réaction nucléaire, et il y a une étoile qui naît, en fait. Donc c'est les pouponnières d'étoiles. Donc ça, c'est aussi une étoile en fin de vie. Et ça, je pense que c'est Orion. Je ne sais plus si c'est l'aigle ou Orion. Est-ce que j'ai appris... Et là, il y a un autre exemple aussi d'un suivi au long cours. Donc en fait, il y a eu un anneau concentrique qui correspond à une étape de la fin de vie d'une étoile, qui a envoyé comme ça un gros jet de gaz et qui a formé cet anneau. Et puis après, l'étoile centrale qu'on voit ici, elle a continué à avoir des soubresauts et elle a envoyé en fait de l'énergie qui allume peu à peu l'anneau comme si c'était un néon. Donc, au fur et à mesure des années, on voit l'anneau qui s'allume comme ça. C'est quand même assez incroyable. Justement, images, je voudrais juste... ça, c'est Mystic Mountain. Laurent, 2 secondes. Ça, c'est... Tu m'entends plus, Laurent? Je ne sais plus. Ça, c'est Bubble Nebula. Laurent, tu m'entends? Ça, c'est la nébuleuse du lagon. C'est incroyable. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, ces endroits, ils sont beaux, ils existent. Laurent ne il se passe quelque plus. chose. Ça y est. Laurent, tu m'entendais plus? Ah si. Ouais, je t'entendais plus. Là. Pardon. Ah, parce que j'ai enlevé ma caméra, du coup, tu m'entendais plus. Les autres m'entendaient sûrement. Juste, reviens sur cette image où... oui, cette image en moins grand, peut-être, celle que tu es là. Là, tu avais zoomé. En fait, justement, dans le documentaire, j'ai appris finalement, ils ont aussi travaillé certaines images, en fait, comme des tableaux impressionnistes. Non, impressionniste, je sais plus. Ou romantisme, je sais plus. Oui. Alors en fait, oui. Je suis pas très bonne en peinture, hein, ça se voit. En fait, oui, pour vraiment donner ce côté artistique et aussi donner envie à des gens qui sont pas initiés à l'astronomie ou à l'astrophysique, voilà, il y a tout un mélange parce qu'au départ, on n'a pas c'est pas tout à fait ces couleurs-là, c'est des couleurs retravaillées quand même aussi. Alors, c'est des couleurs retravaillées, mais avec des codes très particuliers, donc à tel point que cette palette de couleurs, avec cette teinte un petit peu cyan, cette teinte un petit peu dorée, c'est devenu, comme si c'était un grand peintre, la Hubble palette, la palette Hubble. Et cette palette, elle a été travaillée en fait, et c'est des références directes en fait à la peinture, à un mouvement dans la peinture américaine que je vais retrouver et qui, en fait, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est aussi sensible, c'est qu'on retrouve des codes qu'on connaît, donc ça s'inscrit dans l'imaginaire collectif, dans notre culture collective beaucoup plus facilement. Voilà. Si vous voyez, regardez donc les couleurs de cette image. Là, t'as pas cliqué dessus. Ah oui, voilà. Mais justement, il y a un ingénieur JP là dans le chat qui dit maintenant, en fait, on a le style Hubbleistique. Exactement. Et on voit donc ça, c'est alors ce qui est très intéressant, c'est comprendre pourquoi la NASA elle a fait ça. C'est-à-dire qu'elle a fait ça non seulement pour que les gens quelque part puissent digérer, intégrer ces images et les intègrent comme des paysages, mais aussi donc ce que vous voyez là en fait c'était dans les années 1860-1880. Il faut savoir que tout l'Ouest américain, donc c'était l'époque qui a donné lieu au western, aux films de western. Donc l'Ouest américain était vierge. Et donc ils ont envoyé 4 expéditions scientifiques et chaque expédition scientifique était affublée de peintres et des premiers photographes avec les chambres photographiques. Et donc l'idée, c'était de ramener des images
qui allait raconter quelque part la beauté et la sauvagerie de l'Ouest américain pour susciter l'envie de conquérir cette nouvelle frontière. Et donc, quelque part, on comprend très bien pourquoi la NASA fait ça. C'est que la nouvelle frontière maintenant à conquérir, eh ben, c'est l'espace. Donc, on est exactement dans la même dynamique de conquête, d'exploration, on va dire, dans le meilleur des cas, qui est propre aux Américains. Donc, c'est pour ça qu'ils ont utilisé ces codes. Ah oui, c'est quelque chose pareil, voilà. Je pense que vraiment, on n'aborde qu'une partie des choses que, en tout cas, moi, j'ai découvert dans ce documentaire que je ne connaissais pas de la mission Hubble et c'est chouette parce que, voilà, c'est une mission pourtant déjà racontée, même si on suit l'espace, on sait un certain nombre de choses, parce que, voilà, on en est imprégné, mais finalement, on en apprend toujours et c'est tellement riche que c'est super. Ah, c'est très riche, ouais. Il y a par exemple une image que tu n'as probablement jamais vue. Ah, si, parce que... Ouais, si, parce que j'ai cherché à une époque, enfin, pour mon blog, je cherchais, généralement à Noël, je fais un petit truc Joyeux Noël avec des images d'astronautes en tenue de Noël, voilà. Et donc ça, en fait, j'ai déjà vu, ouais. Là, on voit John Grunsfeld, donc, dont on a beaucoup parlé et qui est présent dans le documentaire, et Jean-François Clairvoy, son pote Jean-François Clairvoy. Et donc ça, c'est la mission qui a eu lieu en 1999, en décembre 1999. Et au donc milieu, le 25... Scott Kelly ou Mark Kelly, je sais pas lequel des deux. Ah oui, tu as raison. J'avais pas reconnu. Kelly. Un des deux jumeaux, les fameux jumeaux de l'espace. Oui. Ah bah là, tu es très forte pour les différencier tous les deux. Et donc c'était la mission en fait donc ils ont relâché Hubble à Noël 1999 et en fait ils ont fait une mission de l'extrême de dépannage où Hubble était dans tous les sens. Il n'avait plus de gyroscope, plus rien, et c'était très compliqué pour Jean-François qui manipulait le canard d'armes de l'attraper. Et puis après John a été le dépanner. Et en fait, ils avaient un peu le feu aux fesses parce que c'était 25 décembre 1999 et tout le monde avait très peur, pour ceux qui s'en souviennent, du bug de l'an 2000. Donc, Mission Control leur mettait la pression pour qu'ils finissent et qu'ils redescendent surtout avant le 31 décembre 1999. Ah ouais, je me souvenais plus de ce... Enfin, ouais. Comment le bug de l'an 2000, entre guillemets, qui n'a jamais eu lieu, finalement, avait même eu des répercussions sur des activités spatiales. Ouais. Donc voilà, donc, tu vois, c'est une histoire quand même très très riche. Oui. Et où il y a de la science, il y a de l'humain, il y a des belles choses, il y a aussi des découvertes scientifiques. Hein, là, on voit quelques exemples de lentilles gravitationnelles qui ont pu être utilisées. Les lentilles gravitationnelles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait la déformation de la lumière au travers des galaxies. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste non plus, hein, mais ce qui permet d'aller voir encore plus loin, en fait. Voilà. La gravitation, enfin, quand il y a un objet massif, donc ça peut être une étoile massive ou ça peut être de la matière noire. Et donc c'est comme ça maintenant qu'on arrive à détecter la matière noire. D'ailleurs, c'est par la présence de lentilles gravitationnelles. Ça déforme la lumière et donc ça la concentre comme une vraie lentille. Donc ça permet de décupler, non pas décupler parce que décupler c'est 10, mais de multiplier la puissance d'un télescope, des instruments d'observation. Et après, ça fait des espèces d'artefacts où on voit ces déformations caractéristiques, donc prévues par la théorie de la relativité, et où la lumière est déformée. Et là, je ne le vois pas forcément sur cette image-là, mais souvent on voit des répétitions aussi, où en fait la lumière va prendre plusieurs trajets, donc on va avoir les mêmes objets qui sont présents 2 fois dans l'image en fait. Donc voilà, et peut-être juste pour finir. Attends, 2 secondes, moi je voudrais juste partager quelque chose d'autre en attendant. Avant ça, un truc assez étonnant aussi que je ne savais pas, c'est que Hubble avait permis en fait de voir la collision de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter. Voilà, c'était assez exceptionnel de voir en direct une comète vraiment happée par la masse de Jupiter et du coup s'écraser. Merci Jupiter. Voilà. Merci et Jupiter. Du coup d'observer ce phénomène assez exceptionnel et Hubble a pu voir, donc là on aperçoit en fait des impacts et tout, alors en ultraviolet, en visible, voilà, quelque chose d'assez... et là, voilà, c'était assez exceptionnel. Donc pareil, un truc que je n'avais pas
compris, je ne connaissais pas. Qu'est-ce que je voulais juste... voilà, une autre photo de Jupiter par Hubble. Voilà. C'est magnifique, moi je trouve. Enfin, voilà. Bon, on en a des superbes maintenant, il y a la mission Juno, mais... Ouais. Voilà. Et hop, juste, je suis... Et d'ailleurs, sur la tache rouge, là, il y avait une ombre noire, c'est pas l'ombre C'est une... ouais, c'est une des lunes. C'est l'ombre d'un satellite? Oui, c'est une des lunes de Jupiter, ouais. Une des 88, je crois, il y en a 88 de mémoire. Enfin, il y en a une tripodée. C'est génial quand même, hein, de pouvoir... On a vraiment de la chance. Moi, je me dis souvent ça, quoi. On a vraiment de la chance de faire partie de cette génération ou ces générations qui ont accès en fait à des instruments d'observation qui nous permettent de voir comme ça Jupiter, qui est notre voisine, de voir l'ombre d'une lune sur Jupiter. Si on avait raconté ça aux humains il y a 1 ou 2 siècles, ils nous auraient pas cru, quoi. C'est incroyable, on a du bol, on a vraiment du bol. Là, il y a Mars. Alors ça, je sais pas. Alors ça, c'est sur le Flickr, donc le Flickr de NASA Goddard. Hein, voilà, je vous fais voir exactement. Je ne sais pas ce que c'est là. Il faudrait que j'arrête. Non, il faudrait que je vois ce que c'est. Petite vue de Mars, ouais. Mars, c'est la comète Siding Spring et Mars, donc en 2014. C'est une comète et Mars. Voilà. Voilà. Moi, j'adore. Une rencontre cosmique. Il y avait les piliers de la... Ouais, les piliers de la... zut. De la création, mais avec une image recomposée avec les nouvelles caméras, je crois. Ça, c'est avec les nouvelles caméras. Avec la dernière caméra, et là, on voit, il y a des étoiles partout, des galaxies, enfin, non, ça doit être des étoiles, mais il y en a partout, quoi. Enfin, c'est dingue. Et effectivement, ce qui a le plus marqué, peut-être aussi, c'est le Deep Field. Donc, je vais te laisser le présenter. Ah, ça, c'est une image vraiment exceptionnelle, hein. C'est une image incroyable. Et donc, en fait, je raconte l'histoire en 3 minutes. C'est une histoire marrante. Ah oui, mais enfin, moi, je suis pas pressée. Hein. Je pense que personne n'est pressé. Donc, en fait, le directeur de Hubble, le directeur du projet Hubble de l'époque, Robert Williams, en fait, il avait accumulé du crédit de temps d'observation. Parce qu'en tant que directeur, quelque part, il avait le droit tous les mois à avoir du crédit pour des heures d'observation, qui s'étaient accumulées. Et à un moment, il avait plein d'heures d'observation comme ça, et il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais en faire? Je voudrais les donner à un projet vraiment fort, à un projet vraiment incroyable qui ne pourrait pas se faire autrement, et qui va vraiment montrer à quel point Hubble peut permettre de faire des choses incroyables. Et donc, il réunit plein de scientifiques dans son bureau, et à un moment, il y a 3-4 scientifiques, des sommités, dont un scientifique d'ailleurs très très connu, voilà, de l'époque. Et il propose des trucs, des observations, d'utiliser ce crédit pour Hubble. Et puis, ça plaisait pas à Robert Williams, c'était pas assez innovant, c'était trop scientifique, c'était trop abstrait, il n'y avait pas d'imaginaire. Et le type, au bout d'un moment, Robert Williams, il sort de son bureau, c'est un grand type, assez sec, très très sympa, mais qui peut un peu s'énerver parfois. Et il sort du bureau, pas content, il va faire un tour dans le couloir, il va à la machine à café, et à la machine à café, il croise un étudiant. Et l'étudiant lui dit qu'est-ce que vous avez, boss? Comment ça se fait? Vous n'avez pas l'air content et tout. Et alors Robert Williams explique voilà, ils n'ont aucune idée, il n'y a rien d'intéressant qui sort, et moi j'ai ce crédit d'heures d'observation. Et l'étudiant donc le regarde et dit moi j'ai une idée. En fait, au lieu de regarder là où on sait qu'il y a quelque chose, on pourrait regarder là où on croit qu'il n'y a rien. On pourrait regarder dans l'endroit le plus noir du ciel et braquer Hubble pendant 1 semaine, pendant 10 jours, dans l'endroit le plus noir du ciel pour voir s'il est vraiment vide. Et Robert Williams, il le regarde avec des yeux ronds et il dit « Ouais, c'est génial, on va faire ça ». Et c'est quand même incroyable, ça c'est les Américains qui sont capables de décider comme ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, ils ont braqué Hubble pendant une dizaine de jours, qui a fait une pause très très longue, qui a capté vraiment photon par photon la lumière qui venait de l'autre bout de l'univers. Et puis, ils ont fait cette fameuse image qui s'appelle le Deep Field.
Et donc, une image révolutionnaire. Parce que sur cette image, il y a un peu plus de 3000 points. Et de mémoire, sur ces 3000 points, il n'y en a que 10 qui sont des étoiles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tous les points que vous voyez, c'est des galaxies. Donc, ça donne une idée. Et là, la surface qui est balayée par Hubble, c'est équivalent à un grain de riz tenu à bout de bras. Donc, c'est quelques millisecondes d'arc. Et donc, ça nous donne une idée de la richesse, du foisonnement de l'univers. Donc là, notre regard, il plonge très très loin et vous voyez une tranche, une espèce de carotte d'univers avec des galaxies. Donc, chaque galaxie, c'est quoi? C'est des centaines de milliards d'étoiles, une galaxie. Donc là, ce point-là, c'est pas une étoile, c'est des centaines de milliards d'étoiles. Là aussi, c'est des centaines de milliards d'étoiles. Et statistiquement, il y a 3 planètes autour de chaque étoile. Donc, vous vous rendez compte, là, vous voyez des milliards de mondes qui se déploient sous vos yeux. Peut-être, du coup, une image incroyable. peut-être d'autres formes de vie, ouais. Et donc, le deep field, mais inatteignable, quoi, en tout cas. Donc, c'est une image à la fois qui est belle, mais c'est une image aussi qui frappe l'imaginaire. Et c'est une image aussi qui a un très fort contenu scientifique, parce que ce qui a permis, je ne vais pas rentrer complètement dans les détails, parce qu'après c'est un peu compliqué, mais en fait là, ce qu'on voit, c'est des couches aussi. Donc ça veut dire qu'on voit très loin, donc on voit très tôt dans l'histoire de l'univers. Et puisque la lumière met du temps à arriver jusqu'à nous. Donc en fait, on voit des galaxies très anciennes, empilées sous des galaxies moyennement anciennes, sous des galaxies récentes. Et donc, ça a permis aux scientifiques de comprendre que en fait, l'aspect, la structure des galaxies avait évolué autour du temps. Donc, il y a 11 milliards d'années, il ne faut pas se fier aux couleurs parce que c'est à cause du redshift. Mais par contre, on voit que les formes sont plus touffues. En fait, on n'a pas ces belles formes élégantes il y a 11 milliards d'années. Il y a 4 milliards d'années, ça commence déjà à ressembler plus. On commence à retrouver des ellipses. Et voilà. Et maintenant, on voit ces belles galaxies majestueuses qui dessinent comme ça ces ellipses. Mais donc, il y a une évolution au fur et à mesure du temps. Donc, les galaxies, elles ont évolué. Là, on voit bien là, le côté vraiment touffu, mal formé, finalement, des galaxies très anciennes. Il a fallu du temps pour qu'elles prennent la tête qu'elles ont aujourd'hui. Voilà, donc une image vraiment extraordinaire. Mais en fait, tu n'as pas de formation scientifique au départ, ou si, ou comment tu sais tout ça, ou c'est parce que justement c'est... Alors, le fait de travailler sur ce documentaire, d'ailleurs, on n'a pas dit non plus combien de temps ça t'a pris. Voilà. Ça m'a pris à peu près 3 ans. D'accord. En fait. Mais tu as une formation scientifique alors, je suis passionné par l'espace, alors vraiment depuis que je suis tout petit. Voilà, où j'avais 7 ans, je pouvais citer l'ordre des planètes du système solaire dans l'ordre. Et vraiment, j'étais passionné par ça et je voulais être astronaute. Voilà. Et puis, en fait, j'ai fait des études de biologie. Mais j'ai arrêté. J'étais donc à Pierre et Marie Curie. Et puis assez rapidement, en fait, j'ai commencé à faire du montage vidéo, je me suis orienté vers la réalisation. Et puis donc maintenant, en fait, j'ai la chance de pouvoir combiner mes 2 passions, donc qui sont la science et puis raconter des histoires en images. Et donc, je fais des documentaires. Donc ce documentaire-là, c'est vraiment un documentaire sur le spatial, même si on parle beaucoup aussi de culture. Vous avez vu, on parle d'art. C'est pas qu'un documentaire scientifique. Et puis mon documentaire précédent, donc qui s'appelait Et si la Terre était unique, qui raconte en fait les conditions exceptionnelles qui ont permis à la vie de s'établir sur Terre et qui croisent en fait la biologie et la planétologie comparée. On se demande, on voit que par exemple à une époque donnée, il a fallu qu'il y ait telle condition sur Terre pour que la vie franchisse une étape entre le monocellulaire et le multicellulaire. Et on se demande si ces conditions environnementales, elles peuvent exister sur notre planète, si on les trouve sur Mars, sur Vénus, etc. Donc c'est un documentaire qui mélange la biologie et la planétologie. Mais donc souvent, c'est dans mes documentaires, ça parle de cosmos et ça parle de biologie.
voilà, et mon prochain documentaire, si tout se passe bien, j'aurai 2 documentaires, un qui ne parle que de biologie et un autre documentaire qui ne parle que du cosmos. Mais voilà. Tu peux nous en dire plus sur ce futur documentaire? Sur le cosmos? On se retrouve dans combien de temps pour en parler? 2 ans, je pense, 2-3 ans. Je serais peut-être meilleur en niveau technique, moi aussi. Et en fait, il y a deux projets Cosmos. Il y a un projet, en fait, c'est autour des missions Artemis, puisque Artemis va démarrer cette année, et donc avec Artemis 1. Donc c'est le nouveau programme de la NASA pour retourner sur la Lune, et qui va se faire en 3 étapes. Donc Artemis 1, c'est la fusée qui succède à Saturne 5, qui est au point, qui est une fusée c'est LSL, qui fait une centaine. SLS, mais je confonds toujours avec HLS, qui est c'est sur les acronymes de la NASA. Et donc qui est la Space Launch System, qui est moyen. Qui fait 100 mètres de haut, je crois, et qui est vraiment un monstre, qui va permettre donc cette année, normalement, de faire le tour à vide de la Lune, avec la petite capsule Orion posée en haut. J'en parle de SLS dans un article de mon blog, du coup je fais la pub, j'en profite pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et du coup, Orion, c'est un sujet à venir aussi, spécifique Orion. Voilà. Je me permets de t'interrompre. Suivez bien Rêve d'espace. Et donc dans 2-3 ans, si tout se passe bien, ce sera Artemis 2 qui va faire le tour de la Lune, mais avec du monde dans le module Orion, avec quelques cosmonautes. Et en 2025-2026, avec un peu de chance, ça va être Artemis 3, où il y a quelqu'un qui va se poser sur la Lune, et il y a quelqu'un qui va remarcher sur la Lune, et le premier homme à remarcher sur la Lune sera une femme. Le premier homme avec un grand H, voilà. Le premier humain à remarcher sur la Lune, parce que quand même, jusqu'ici, donc les 12... si je ne me trompe pas, des missions Apollo, c'était tous des mâles blancs, cinquantenaires, et donc aucune femme, et un seul scientifique, le merveilleux Harrison Schmitt. Et oui, Artemis, ça va être passionnant. Et puis il y a plein d'autres missions lunaires aussi, par ailleurs, d'atterrisseurs, de missions scientifiques et tout. Il va y avoir... C'est vraiment la prochaine étape, c'est clair. C'est... d'exploration, de l'exploration, puisque on sent bien que l'orbite basse ne va pas être tout à fait la priorité, n'est plus la priorité de la NASA. C'est la Lune maintenant pour préparer Mars, ce genre de choses. Donc voilà, c'est là les 10 ans à venir, enfin même pas. Depuis à partir de cette année et les années qui arrivent vont être passionnantes. On va avoir plein de choses à discuter, à voir, à écrire. Si tout se passe bien, là c'est reparti pour un tour pour la Lune au moins. Ça va être quelque chose. Je sais pas, j'ai pas vu beaucoup de questions dans le chat, donc j'ai l'impression qu'on a été très complet. N'hésitez pas, on va laisser encore 5 minutes si vous avez des questions supplémentaires. Je vais rappeler donc le documentaire qui passe jeudi soir ou alors en replay. Franchement, allez voir, voilà. J'espère qu'on vous a donné envie de le voir parce qu'il est, on apprend des choses, voilà. Moi, pourtant, il me semblait connaître pas mal le projet, mais finalement, c'est tellement riche que il y a plein de choses à découvrir. Il y a cet aspect humain, effectivement. On sent bien qu'il y a des gens qui ont participé à la mission que tu as pu interviewer. Ils ont vécu ça avec leur trip. Voilà, c'est leur trip, c'est leur bébé pour certains. Et ça, je l'entends complètement, puisque voilà, moi, j'ai aussi la chance d'avoir pu travailler sur certains satellites assez, peut-être pas aussi prestigieux que Hubble, mais pas loin, pour notamment Gaïa. Et vraiment, je comprends qu'il y en a, c'est leur trip, quoi. Voilà, puis ceux qui ont fait les sorties spatiales, qui ont fait la maintenance, c'est forcément fabuleux. Enfin, c'est assez. Alors c'est fabuleux unique quand ça marche. C'est fabuleux quand ça marche, mais c'est terrible quand ça marche pas. C'est-à-dire quand ça explose ou quand... Là, en ce moment, est-ce que tu connais Caroline Fraissinet? Ça te dit quelque chose? C'est un nom qui me... Oui, bien sûr, oui. Caroline Fraissinet, donc, qui a travaillé sur Mars 2020, sur le rover martien, et donc qui devait décoller... Non, ExoMars. ExoMars 2022. Qui devait décoller... Ouais. Enfin, initialement, c'était Mars 2020, mais comme ils ont raté le créneau... Non, Mars 2020, c'est Persévérance. Donc c'est ExoMars. Ah bon? C'est ExoMars? Ouais. D'accord. Ah oui, là, je suis à peu près sûre. D'accord.
Et en fait, il devait décoller au mois d'octobre-novembre du Kazakhstan. Et Caroline Fraissinet, ça fait des années, 10 ans qu'elle travaille là-dessus, sur la mise au point du rover. Et là, son rover, il ne va pas décoller, personne ne sait quand est-ce qu'il va décoller. C'est terrible. Là, parce que c'est des projets d'une vie, quoi. Oui, il y a plein d'autres exemples. Hein. Bon. Il y a plein d'autres exemples. Et d'ailleurs, dans le documentaire, tu en parles aussi de l'impact des accidents de Challenger et de Columbia aussi sur la mission Hubble. En fait, il y a eu aussi des impacts. C'est pas que les impacts malheureux de l'accident tragique avec la perte des astronautes, mais ça a eu aussi de l'impact sur Hubble et plein d'autres missions. Voilà, il y avait des choses. Oui, c'est moins triste. On va peut-être finir sur quelque chose un peu plus gai quand même. Je sais pas, encore 2-3 images pour finir bonsoir à ceux qui arrivent, mais c'est juste à la fin. Je vois qu'il y a 2-3 personnes qui arrivent. Est-ce que j'ai parlé de tout ce que je voulais parler Ce qui est intéressant aussi, j'avais noté, il y avait pas mal d'illustrations que finalement vous avez fait vous-même, enfin au niveau de la réalisation. Voilà, tout n'est pas pompé, on va dire, sur les sources de la NASA. Vous avez fait aussi... Non. On a utilisé donc les images d'archives de la NASA, mais aussi la production a fait fabriquer en fait des images en 3D. Donc on a reconstitué Hubble en 3D. Donc ça, par exemple, celle que vous voyez là sur l'affiche, c'est justement une des images qui est animée, hein, bien entendu, dans le film de Hubble. Donc on a reconstitué pour avoir un look différent et des images de la NASA, donc avec des couleurs un peu plus chaudes. Puis un look un petit peu plus chaleureux, en tous les cas, que les images de la NASA qui sont parfois un petit peu froides. Et puis, on a animé aussi près de 80 images de Hubble, une partie des images que vous avez vues tout à l'heure, donc des images de galaxies, de nébuleuses, tout ça. Et on a aussi fait des animations vraiment en 3D, plus complètes, mais on n'en a fait qu'une dizaine, en fait, parce que ça nous semblait suffisant. Donc il y a eu aussi beaucoup de créations qui a été faites et produites par la société de production de découpage pour ce documentaire. Donc Hubble n'est pas mort, ça c'est sûr, faut y penser, il fonctionne toujours. On dit souvent que le James Webb Telescope c'est son successeur, alors pas tout à fait. Donc ça c'est un beau sujet aussi, le James Webb, ça te dirait pas de faire quelque chose dessus? En attendant les premières images, il faut attendre les images, sûrement. Ouais, peut-être. Mais enfin, c'est plus compliqué parce que le James Webb, il est à 1 million de kilomètres. Et je doute qu'il y ait une boîte de production qui me paye le voyage pour aller le filmer là-bas et savoir ce qui se passe. Non, c'est vrai, on va plus avoir... Donc, ce serait que de la 3D et puis, ce qui se passe sur Terre. Mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui travaillent sur le James Webb et c'est vrai que c'est quelque chose qui est absolument passionnant, quoi. Mais bon, non, pour moi, pour les télescopes, là, ça suffit. Là, j'ai passé 3 ans, donc je vais changer de sujet un petit peu, même si c'est passionnant, quoi. Ok. Hubble reste et restera longtemps dans la mémoire collective, alors tout à fait, donc je crois qu'on va rester avec cette conclusion de General Lee, effectivement. Merci en tout cas Laurent d'avoir... je t'en prie. De m'avoir contacté en tout cas pour me présenter ce documentaire. Merci en tout cas, tu es un fidèle lecteur de mon blog, donc merci beaucoup, c'est déjà très gentil. Merci pour ton travail parce que franchement c'était super. Voilà, donc je vous encourage vraiment à aller voir, à regarder ce documentaire sur France 5 ou en replay. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt sur Twitch, peut-être YouTube quand ça marchera, mais je crois que j'ai compris le souci. Il y a dans le chat, il y a bravo Laurent, voilà, merci pour ce live. Merci à tous et à bientôt.